Voyageurs de passage, fraternité, amis, bonjour. Cela fait longtemps que nous ne nous sommes pas vus pour un nouveau cours de latin, un cours de latin pour grands débutants, c'est-à-dire pour le petit bassin. J'ai décidé d'en mettre quelques-uns, histoire de gâcher vos vacances de Noël, bien évidemment. Alors aujourd'hui, nous allons continuer notre progression dans la découverte de la grammaire latine, avec un nouveau cas. On a vu le nominatif, on a vu l'accusatif, un nouveau cas va arriver. Alors, pour cette petite séance, j'ai décidé d'entrer en matière avec la présentation de cette mosaïque, qui est une mosaïque d'un banquet. Et elle est très présente dans les manuels scolaires, ce à juste titre. Vous voyez sur cette mosaïque plusieurs personnages, dont certains ici sont accoudés, à moitié allongés, en train de consommer de la nourriture. Ici vous avez des serviteurs, là un petit chat, et cet homme qu'on appelle le lecteur, qui est une espèce de poète, en fait, qui est un poète, qui va réciter de la poésie pour le bonheur des oreilles de nos convives. Alors, la salle de banquet. Le banquet, on appelle ça le convivium. Profitons-en pour faire du vocabulaire. La salle du banquet est divisée, dans l'esprit du romain, en trois parties. Le tectum, qui est le toit. La mensa c'est la table où on mange, et profundum, qui ressemble beaucoup à profondeur, n'est-ce pas, et qui sera la partie basse du banquet. Eh bien, voyez-vous, dans l'esprit romain, où on se représente l'univers en faisant un parallèle entre le macrocosme, le très grand, et le microcosme, le petit, le tectum représente le ciel. La mensa représente la terre dans le sens de la surface de la terre, cet espace où l'homme évolue et niveau auquel ces messieurs se trouvent. Et puis en bas, le profundum représente les enfers. Je dis bien les enfers, c'est-à-dire la partie inférieure du monde où tout le monde va à cette époque. Vous avez en bas les serviteurs, on a vu que serviteurs se disait servus, dont un qui sert le vin ou l'inum, et vous avez certainement remarqué que le sol était jonché de déchets. Bien oui, comme ce sont les enfers, comme c'est la partie basse du monde, on se permet de tout balancer ainsi. Et cela a grand renfort de croyance par rapport au fait de jeter, de ne pas jeter certains aliments. Alors, revenons à nos moutons. Lorsque j'ouvre un dictionnaire, par exemple, pour trouver le mot rosa, pour connaître la définition du mot rosa, je tombe sur un article constitué de la manière suivante. Je vois décrit rosa, une petite virgule, une notation très étrange avec un A et un E, une autre virgule, et puis un F, avec un point. Par le F veut dire féminin. Ici, j'ai quelque chose entre parenthèses, je vois pas bien ce que c'est. Et puis, ensuite, j'ai l'article du dictionnaire. Alors, qu'est-ce que tout cela signifie? On va commencer par la fin, on va commencer par l'article. Vous voyez qu'il est en deux parties. On a plusieurs sens pour le mot rosa, visiblement. Un premier sens, et puis il y en a un deuxième qui est ici. Et même parfois avec des subdivisions. Et comment sais-je le sens du mot rosa? Comment les concepteurs du dictionnaire, ceux qui l'ont écrit, connaissent le sens du mot rosa? Eh bien, c'est très simple, ils ont lu beaucoup de latin, et ils justifient d'ailleurs leur traduction en nous renvoyant à des références qu'ils ont lues. Par exemple, chez Cicéron, ce CIC, c'est Cicéron, vous avez le nom de l'auteur, ensuite vous avez le nom du livre, par exemple le Tusculane, et là vous avez la référence dans le livre, vous avez la référence, enfin dans l'œuvre je dirais plutôt, et cette œuvre est constituée de 5 livres, aujourd'hui on dirait 5 chapitres plutôt. Je vois qu'à la partie 73, on dira au paragraphe 73, on retrouve l'expression in rosa, que l'auteur traduit par parmi les roses. Chez Cicéron, dans le Controverses, qu'on a un petit peu traduit sur la chaîne, on retrouve l'expression pulvinus rosa fartus, qu'on traduit par coussin rempli de roses.
très bien. Alors maintenant, là-haut, qu'est-ce que cela signifie? Alors, ce rhodone est le terme grec, puisqu'on fait fréquemment des ponts et des liens dans les dictionnaires de langues anciennes, surtout le dictionnaire de latin, avec le grec. Ce qui tient aussi beaucoup au mode d'enseignement qu'on connaît en France, puisqu'en temps normal, la parenté des deux langues est telle, et surtout, elles sont une telle ressource, toutes les deux pour nous, qu'on établit très fréquemment des comparaisons. Mais alors ici, le plus important, eh bien c'est assez simple, vous allez vite comprendre ce qui se passe. Je prends ce détail et je l'agrandis. Rossa est le mot que je cherchais précisément, c'est le mot rose au nominatif sous sa forme la plus simple, c'est sous cette forme-là que je le mettrai lorsqu'il doit être sujet dans la phrase. Ici, vous avez ce petit signe qui signifie que la voyelle est brève, le O est bref. Ça n'est pas très important pour le moment, je vous le dis afin d'éclairer vos lanternes pour le moment, et afin que ça ne reste pas dans votre esprit comme une espèce de blocage. Donc ça veut simplement dire que la voyelle est brève, vous avez des voyelles brèves, vous avez des voyelles longues, on verra que parfois ça a de l'importance et parfois non. Je vous rassure, ce sera très simple. Et puis, donc après rossage et ma virgule, j'ai ce AE. Eh bien, ce AE est simplement une marque à la fin du mot, précisément une désinence. Si j'enlève la désinence du nominatif, j'obtiens mon radical ros, je mets ce AE, et là, j'obtiens rossae, qui est rossa au cas génitif. On verra ce que ça veut dire, ce génitif, après. Mais vous voyez l'importance du génitif, ne serait-ce que dans le dictionnaire, on a ces deux cas, on a rossa et on a rossae. Et c'est ce qui permet de savoir à quelle déclinaison appartient le nom. Est-ce qu'il se décline comme rossa, comme désinus, comme dominus, comme templum. Puis ce F, eh bien, c'est simplement le féminin. Continuons. Alors, ce cas génitif, quel est-il? Vous entendez comme génitif des mots comme génération, géniteur, genèse, etc. Nous allons garder à l'esprit que dans la langue latine, à l'époque qui nous intéresse, on a, avec le génitif, l'idée de lien qui est établi. Voilà, on garde ça à l'esprit de lien entre les choses. Le génitif vient se greffer sur un autre nom et établit un lien fort. En bas, parmi les exemples, je vous ai mis 4 phrases. 4 phrases en français. Tout en français. Et ce qui est souligné dans les phrases, si je devais le traduire en latin, eh bien, je mettrais ces mots au génitif. J'ai mis comme exemple le cheval de marque. C'est ce cas de figure que nous allons analyser aujourd'hui, le plus simple en vérité. Le plus haut des arbres. Des arbres serait au génitif en latin, lequel parmi les deux? Parmi les deux serait au génitif. Quoi de neuf? De neuf serait au génitif. Donc vous voyez qu'on utilise quand même pas mal ce génitif. Moi je veux qu'on s'attache aujourd'hui à lire ce qui est ici le cheval de marque, comment comprendre ce groupe nominal. C'est pas une phrase complète, il n'y a pas de verbe ici. Comment comprendre ce groupe nominal en latin? Alors, analysons-le avec les termes de notre grammaire, celle de notre langue maternelle avant de passer à la grammaire du latin. On parle ici, pour le cheval de marque, d'un complément du nom. Marque, je vous ai mis l'exemple là, marque est complément du nom cheval. Marque complète le nom cheval. Comment est-ce qu'on fait pour trouver le complément du nom? Eh bien, vous voyez qu'il répond à la question de qui, de quoi. Question qui porte sur un nom, c'est très important. C'est le cheval de qui? De marque. Si j'avais mis le cheval de l'étable, j'aurais pu poser la question, c'est le cheval de quoi? De l'étable. Bien. Donc on a un grand groupe nominal, nous on a vu le groupe nominal avec un adjectif en dessous, le cheval qui est réduit au cheval blanc. Donc on a un grand groupe nominal qui est ici, le cheval de marque, avec à l'intérieur marque, complément du nom cheval, marque qui
spécifie, vous voyez. Attention à ne pas confondre avec ce qu'on appelle le complément d'objet indirect. Je m'explique. Quand on dit je mange une pomme, je mange qui, quoi, une pomme, pomme est CED du verbe manger. Complément d'objet du verbe manger est direct parce qu'il est tout de suite collé au verbe. Il n'y a pas de entre les deux, il n'y a pas de préposition entre les deux. Par contre, quand je dis je parle de marque, eh bien on posera la même question que ce qui est au-dessus. Je parle de qui, je parle de quoi, je parle de qui, de marque. Alors pourquoi est-ce que là on parle de complément d'objet indirect et là-haut on parle de complément du nom? C'est très simple, la réponse est dans la question. On parle de complément du nom parce qu'ici marque complète le nom cheval. Voilà. Alors qu'en dessous on a un complément d'un verbe. Et pour les compléments d'un verbe, on parle d'un objet. Vous avez le sujet de ce côté-là, je, et puis vous avez l'objet qui vient après, la cible, si vous voulez. Donc là, effectivement, on a un complément d'objet du verbe qui sera direct, je mange une pomme, qui sera indirect, parce que j'ai une préposition, j'ai quelque chose qui se place là entre les deux. Je parle de qui, de marque, ou je parle à qui, je donne à quelqu'un, par exemple. On retrouve le même système de pensée qu'on a vu habituellement. Quand on prononce le mot cheval, on a tout un ensemble, toute une imagerie à l'esprit, un nombre de possibilités énormes lorsqu'on veut faire le lien entre ce mot et une représentation de la réalité. Si je mets le cheval blanc, alors là j'ai une réduction, c'est-à-dire que toutes les autres couleurs sont éliminées. Et si je mets le cheval de marque, j'ai aussi une certaine forme de réduction. Et bien, ce qui permet de faire ces réductions comme ça, on appelle cela des expansions du nom. Alors c'est un terme qui est arrivé dans l'enseignement plutôt récemment. Il est assez simple, la réponse là aussi est dans la question. On doit vraiment comprendre le cheval blanc ou le cheval de marque comme un ensemble, et l'adjectif blanc ou le nom, le complément du nom de marque, étendent. Ce sont des expansions, mais ils étendent ça comme un grand nom, comme toute une structure, un ensemble. Ça n'est pas grave si vous ne retenez pas expansion du nom, je le dis pour les jeunes qui me regardent et pour les parents d'élèves. Alors, j'ai regardé dans mon dictionnaire, j'y suis retourné, j'ai regardé les mots dominus et templum qui nous sont chers, puisque ce sont les modèles de déclinaison, et qu'est-ce que j'ai vu? Eh bien, j'ai vu ce dominus, avec ce O bref et ce I bref, peu importe, ça ne change vraiment rien du tout ici, dominus, virgule, I, virgule, M pour masculin. Et puis domus, ça veut dire la maison. Ça veut simplement dire la maison. Après, c'est pour dire que les mots sont dans la même famille, si vous voulez. Alors, dominus, c'est au nominatif. J'enlève la désinence. Il me reste le radical domine. Je rajoute le I. Et au génitif, j'ai domini. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, pour dire le cheval, qui se dit écus, le cheval du maître, je veux dire écus, domini. Là, j'ai templum, qui comme dominus donne templi, ça va nous faciliter la tâche. Le cheval du temple se dira donc écus, comme dans l'équitation, écus, templi, tout simplement. Alors, attention à domus, domus a une déclinaison irrégulière. On ne va pas l'utiliser tout de suite, c'est pas aussi simple que dominus. Et en ce qui concerne ce qui est écrit là, vous avez écrit temno, c'est un verbe grec qui veut dire je coupe. Alors on verra pourquoi un jour temno, couper, est en relation avec templum, le sanctuaire, le temple. On verra. Templum, c'est le sanctuaire en fait. Je vous ai mis le temple pour faciliter la chose. Eh bien voyons des exemples, comment parlent nos chers convives du banquet, nos serviteurs et notre petit chat. Alors, le cas de figure le plus simple, je l'ai mis ici. Sum servus domini, je suis le serviteur du maître. Je vous ai détaché le radical de la désinence. Je suis le serviteur du maître. Très simple ici. Là, je vous ai écrit sum poeta con oui,
i. Il y a beaucoup de i à la fin. J'ai deux remarques à faire ici. La première remarque sur ce que nous sommes en train de travailler. Le banquet se dit en latin comme c'est un neutre de la deuxième déclinaison qui se décline comme templum. Et comme d'habitude, j'enlève la désinence et je regarde ce que ça donne en mettant ma nouvelle désinence. Et qu'est-ce que j'observe? Eh bien, j'observe que à partir du u et du m, si j'enlève les choses, mon radical se finit avec un i. Mon radical, c'est con oui. Bon. Et donc, je vais rajouter une désinence i. Ça fait 2 i. Ça fait con oui. Et je ne dois oublier ni l'un ni l'autre. Je suis le poète du banquet. Deuxième remarque. Poeta. Si je vous demande la déclinaison de poeta, à quelle déclinaison appartient-il? Première comme rossa, deuxième masculin comme dominus ou deuxième neutre comme templum. Eh bien, vous allez me dire première déclinaison rossa. C'est tout à fait juste. Poeta se décline comme rossa, il donnera poetam à l'accusatif et poetae au génitif. Mais c'est une exception. Poeta, pourtant, est bien masculin. Il y a des mots, des exceptions de la première déclinaison qui sont des masculins. Ce sont souvent des noms de métiers ou des noms d'arbres. On le reverra. Mais pour le moment, je vous le dis comme ça, pour vous habituer aux choses. Enfin, troisième exemple, sum parus, parus, ça veut dire petit. Sum parus cactus familia. Je suis le petit chat de la famille. Vous voyez que l'adjectif s'accorde avec le nom comme en français. Je suis le petit chat. Ça aurait fait sinon je suis la petite table. Sum paroi mensa. Je suis le petit toit. Sum parum tectum. D'accord? Donc comme d'habitude mon adjectif s'accorde avec le nom. Par contre, eh bien, le complément du nom de la famille, lui va se mettre au génitif. Et c'est un nom. Il est féminin, point, ou il est masculin, point. D'accord? Lui, il va pas changer. Familia, c'est un féminin de la famille familiae. Et je me retrouve ici dans ce grand groupe nominal avec une accumulation d'expansion du nom, avec un adjectif ici, parus, et un complément du nom qui réduit très fortement ce à quoi je peux penser quand on me donne tout cet ensemble. On va faire ce que nous faisons d'habitude, c'est-à-dire passer du singulier au pluriel, passer de summa, sumus, nous sommes, sumus, alors j'ai tout mis au pluriel, sumus servus dominantum, nous sommes les esclaves des maîtres, servus devient servi, domini devient dominorum, et là vous voyez poindre la difficulté principale, c'est que je me retrouve avec des désinences qui sont phonétiquement les mêmes, c'est-à-dire qu'on les prononce de la même manière. On a un i ici, on a un i ici, mais le sens n'est pas le même. Domini ici signifiait du maître, et servi c'était les serviteurs. Sum poeta convivii devient sumus poetae conviviorum. Alors là, le conviviorum est plus clair. Au niveau de la différence entre radical et désinence, ce qu'on remarque, c'est que ce orum est très facilement identifiable. C'est le génitif pluriel, nous sommes les poètes des convives, et que poeta donne poetae. Je vous ai dit qu'il était masculin, mais ça change rien. À la déclinaison, il fait partie de cette déclinaison, point, il suit cette déclinaison. Enfin, en bas, on se retrouve avec sum parus cactus familiae, qui devient sumus parui cacti familiarum. Nous sommes les petits chats des famille. D'accord, entre adjectif et nom se fait toujours. J'aurais pu traduire les choses différemment. J'ai fait exprès de tout mettre au pluriel pour travailler le pluriel. Mais j'aurais pu écrire nous sommes les serviteurs du maître. Ce qui donnerait sumus, voilà, suivez ma souris, sumus, servi, les serviteurs, domini du maître. J'aurais pu mettre nous sommes les petits chats de la famille, sumus parui capti familiae, bien évidemment. Résumons les choses. Nous avons vu dans la première déclinaison toutes les formes jusqu'à présent. Un tableau
se lit de haut en bas, colonne par colonne. Donc on a rossa, rossam et rossa. On a vu 3 cas jusque. Et au pluriel, rossai, rossas, rossarum. Vous remarquez qu'on a des désinences en commun. Le ai peut être un nominatif pluriel, les roses comme sujet, les roses sont belles, les roses sont rouges, autant qu'un génitif au singulier. La source de la rose, par exemple. À la deuxième déclinaison, on se retrouve sur une situation qui est sensiblement la même. Dominus, dominum, domini, et au pluriel domini, dominos, dominorum. Et pour templum, on a templum, templum, templi, qui va donner templa, templa, templorum. Alors là, j'ai 2 remarques à faire. On a aussi, d'une part, une similarité pour domini, pour le masculin. Entre le nominatif pluriel domini, les maîtres mangent des pommes, que sais-je encore, qui sera sujet, et domini, le génitif singulier, le cheval du maître épouse domini. On a, voilà, cette même similarité, que pour rossai, que pour rossa. On ne la retrouve pas cependant pour notre cher nom au neutre. Alors là, c'est l'avantage. Si j'ai templi, en tout cas jusqu'à présent, c'est bien templi. Est-ce que ce sera toujours le cas? On verra bien. 3e remarque. Vous voyez que pour le nominatif et l'accusatif, on a des différences entre masculin et neutre, entre dominus et templum. Là, il y en a une. Là, il y en a une. Là, il y en a une. Mais, dès qu'on arrive au génitif, et vous verrez pour le reste du tableau, eh bien, je me retrouverai avec les mêmes désinences. Alors là, c'est beaucoup plus facile. Domini, templi, dominorum, templorum. Tout va pour le mieux. Dernière remarque avant de passer aux exercices, puis de passer au tableau de déclinaison que je vous présenterai en entier, ou que vous pouvez trouver dans n'importe quel manuel, n'importe quel bouquin, par curiosité. Quel est le sujet du verbe dans la phrase suivante? Le chat du maître est content. C'est facile, le sujet du verbe, je cherche le verbe dans la phrase, c'est le verbe être. Ce verbe être a un sujet, c'est le chat du maître. Voilà. Et puis content, c'est un attribut du sujet. Quand on décrit des choses, on utilise un attribut, on dit ce que c'est, point. Il n'y a pas d'action là. Il n'y a pas d'action, on dit qu'il est content, le chat, c'est tout. Très bien, j'ai un sujet, question simple, on la voit au collège. Mais comment je vais faire pour traduire cette phrase en latin? Cactus, ça se dit dominus. Content, ça se dit beatus. Alors, puisque tout ça est un sujet, je pourrais me dire, bon, je vais tout mettre au nominatif. Je vais tout mettre comme c'est écrit ici en hausse. Et pourtant, j'ai dû mettre dans mon groupe nominal. Alors du mettre, on a vu que là, on devait regarder plutôt dans cette partie du tableau, ce serait domini. Mais alors, le génitif est un sujet, le génitif fait partie du sujet. Comment on peut se débrouiller là? Qu'est-ce qui se passe? Eh ben, c'est très simple. Vous trouvez votre sujet. Dans un premier temps, vous faites une première réduction, le chat du maître. Et ensuite, à l'intérieur de ce sujet, vous voyez si tout doit être au nominatif ou pas. Alors effectivement, le chat qui est au début, il va rester au nominatif, mais ensuite, je vais modifier à l'intérieur, je vais mettre domini. Ça ne veut pas dire que le maître sort du sujet. Ça veut pas dire ça. Ça veut simplement dire qu'à l'intérieur du sujet, eh bien, il est à cette espèce d'état d'expansion du mot chat. Il est complément. Voilà, tout simplement. Donc je vais bien me retrouver avec catus domini, dont l'ensemble forme le groupe nominal sujet, on va le dire comme ça, avec un noyau catus. Et mon noyau, il est bien nominatif, c'est sûr. Et mon attribut du sujet, il sera en ous, il se rapporte au chat. C'est bien le chat qui est content, d'accord? Catus domini est beatus. Je vous ai résumé la situation, cette situation particulière dans cette phrase. Tout nominatif sera sujet, alors pour cette situation vraiment, tout nominatif sera sujet
d'accord, Catus va être sujet, mais dans un sujet, tout n'est pas forcément au nominatif. J'aurais peut-être pu mettre même, et dans un groupe nominal sujet, le chat du maître Catus Domini, tout n'est pas au nominatif. Alors, vous pourrez vous le repasser si vous n'êtes pas sûr, hein. Vous pourrez vous le repasser. Faites d'abord les exercices. Nous arrivons donc aux exercices. On va en faire 3, si ma mémoire est bonne. Alors, comme d'habitude, je fais quelques remarques sur l'exercice, je vous lis la consigne, je vous laisse quelques secondes pour sauter sur la touche espace et faire pause, et on fait la correction. On vous dit ici de donner les génitifs singuliers et pluriels, de nos chers des noms qui sont mis sur le côté, et de dire à quelle déclinaison ils appartiennent. Alors, en fait, vous allez faire le contraire. Vous allez d'abord identifier la déclinaison, est-ce que c'est celle de Rossa, de Dominus, de Templum. Vous allez l'identifier ensuite, vous déclinez, c'est dans cet ordre-là qu'on fait les choses. Vous voyez que ma consigne est mal faite, elle n'est pas dans le bon ordre. Exemple, fatum fati. Fatum, c'est le destin, comme dans le jour fatidique, le jour qui doit arriver. Fatum, fatum virgule i, je vous ai donné la réponse trop vite. C'est un mot de la deuxième déclinaison neutre, il est comme templum, et on le déclinera au génitif. Fati, singulier, fatorum, pluriel. Puella, c'est l'adolescente. Imperium, c'est l'adolescente et c'est même en poésie, c'est précisément la très gentille, l'aînée. Imperium, c'est l'empire, mais c'est surtout l'ordre, ou le pouvoir de commandement. Equus, le cheval comme en équitation. Provincia, c'est ici la Provence. C'est Hortus, qu'on retrouve dans horticulture, le jardin. Alors on va passer à la correction que j'affiche dans 3, 2, 1, hop, on est parti. Puella se décline comme rossa, et donc un mot de la première déclinaison féminin, et on aura au génitif singulier puellae et puellarum au génitif pluriel. Imperium, l'ordre, le commandement. Imperium est comme templum, un mot de deuxième déclinaison au neutre, et se déclinera imperii, n'oubliez pas les 2 i, puisque le premier fait partie du radical, imperiorum au génitif pluriel. Equus, c'est comme dominus, c'est un masculin de deuxième déclinaison, ou plutôt un mot de deuxième déclinaison masculin s'il vous plaît. Au génitif singulier, on aura equi, au pluriel equorum. Provincia donnera provinciae, parce que c'est un mot de première déclinaison, féminin comme rossa, rossai. Et au génitif pluriel donnera provinciarum comme rossa, donne rossarum. Hortus, le jardin, est un mot de deuxième déclinaison masculin comme dominus, et au génitif donnera horti, ou bien hortorum. On passe au deuxième exercice, un exercice de thème qui consiste à traduire de la langue mère, la vôtre, à la langue que vous apprenez. Simplement, traduisons en latin les phrases suivantes. Alors, comment vais-je me débrouiller pour traduire toutes ces phrases que j'ai rendues expressément compliquées? C'est pas le genre d'expression qu'on retrouve en latin. Je cherche le verbe, rappelez-vous. Qu'est-ce qui entoure mon verbe? Est-ce qu'il a un sujet? Est-ce qu'il a des compléments? Donc, je détecte les groupes nominaux. Une fois que je les ai détectés, je sais qu'ils sont sujets ou compléments, et je réduis encore mon analyse. Je me dis, qu'est-ce qui sera au nominatif, qu'est-ce qui sera au génitif, est-ce que j'ai des compléments à l'intérieur, est-ce que j'ai des adjectifs, etc. Je vous mets le vocabulaire ici, Equus on l'a vu, Marcus c'est Marc, Cactus le chat qui n'est pas du tout le nom plus courant, le plus courant en latin classique pour dire chat, mais c'est le plus facile pour nous. Aqua comme dans aquarium, Diana, c'est la déesse Diane qui correspond à Artémis en grec. Sylva la forêt comme Sylvain, Fatum on l'a vu. J'ai les adjectifs ici, beatus, heureux, qui au féminin donne beata, au neutre beatum. J'ai pas un rose petit, on a vu dans les exemples, Magnus grand et Borus. Bon. 3, 2, 1, allez, c'est la correction. Alors, le cheval de marque, qu'est-ce que donne le cheval de marque? Le cheval de marque, le cheval Emlou,
Eh bien, en français, j'ai mon verbe aimer qui est à la troisième personne, j'ai mon sujet le cheval, et j'ai l'eau qui est ici à quoi. Bien. Donc je trouve dans mon vocabulaire, écoute, c'est à quoi. Ce sont des groupes nominaux vraiment les plus simples possibles, j'ai qu'un nom, alors éclous reste éclous, c'est des sujets, puis à quoi, qui est COD du verbe, va devenir un accusatif COD, c'est-à-dire à quoi. Deuxième phrase, le cheval de Marc aime l'eau du serviteur. Vous voyez, c'est la même, sauf que j'ai complexifié les groupes nominaux. J'ai mon verbe, en latin le verbe c'est vraiment le centre. J'ai mon verbe qui est ici avec tout un sujet groupe nominal, le cheval de Marc, et tout un groupe nominal, COD. Il aime quoi? L'eau du serviteur. Hein. C'est pas n'importe quelle eau, c'est tout cette eau-là. Donc tout ça est COD. Alors maintenant, quand je subdivise mon premier groupe nominal sujet, je remarque que Marc est complément du nom cheval. Donc je me retrouve finalement avec un éclous qui reste nominatif, mais Marcus qui passe au génitif, Marquis. Éclous Marquis amat, qu'est-ce qu'il a? L'eau, comme tout à l'heure, va rester à quoi, mais l'eau a un complément du nom. Servus. Ok, qui devient servi. Tout ça est techniquement COD. Tout le groupe nominal est COD, mais dedans, j'ai quand même un génitif. Le destin du cheval est bon. On a changé de verbe. Tout à l'heure, on avait des verbes d'action. Là, on a un verbe d'état. Le destin, on sait que ça se dit fatum. Eh oui, fatum est bonum. Fatum, pourquoi ce parce qu'il est au neutre, et rappelez-vous que neutre, le nominatif est bien comme l'accusatif. Donc j'aurai fatum. Le destin du cheval est sujet. Dans mon sujet, j'ai un complément du nom cheval, donc en latin, je mets un génitif, fatum est. Bonum, il est bon. Eh bien oui, ça c'est un adjectif attribut. Un adjectif qui s'accorde avec un nom. Qu'est-ce qui est bon? C'est le destin. Alors mon nom, comme il a une désinence parce qu'il est au neutre, eh bien mon adjectif va s'accorder au neutre, et on aura bonum à côté du verbe être, alors que c'est un verbe d'état. Ah oui, mais c'est quand même du nominatif. Les petits chats du cheval de Diane sont heureux. Alors là, ça peut encore se dire en latin. On peut avoir deux génitifs comme ça. Et là, comme tout à l'heure, là j'ai un énorme sujet. Les petits chats du cheval de Diane sont heureux, avec un attribut du sujet qui en français est au pluriel, puisqu'on a les petits chats qui sont au pluriel, d'ailleurs mon verbe aussi est au pluriel. Alors, les petits chats, je vais avoir paruicati, je commence par regarder chat, cactus, nominatif pluriel, catti. Parvus, je vais l'accorder, avec mon catti, je vais mettre paruicati. Et puis ensuite, je passe au complément du nom à l'intérieur du sujet, et ils seront génitifs. Éclous devient éclous qui est ici. Diana se décline comme Rossa à la première déclinaison, deviendra Dianae. Paruicati, écui, Dianae. Le verbe être, c'est sunt. Et sunt, ils sont heureux. Heureux, c'est beatus. Qu'est-ce qui est heureux? Je me souviens qu'on parle pas de Diane, on parle pas du cheval, on parle des chats. Chat, c'était catti, donc catti beati. Ce qui me donne, parui, catti, equi, dianae, sunt beati. Vous voyez des i partout ici, j'ai des i partout, alors qu'en fait, non, parui, eh bien, c'est un adjectif qui qualifie catti, qui qualifie chat, que equi, c'est un génitif singulier qui qualifie catti, et que le i de catti, c'est un nominatif pluriel. Bon. J'ai Dianae, j'ai un trou, et puis je me retrouve avec, ici, avec Beati qui est tout au bout, qui s'accorde avec Cactus. Dernière phrase. Alors là, si vous avez survécu, bravo. Le petit chat des chevaux des grandes forêts de Diane est heureux. Ça n'existe pas en latin. Ça n'existe pas. En langue française, on se permet des emboîtements à l'infini, comme ça, des compléments du nom, parce que l'ordre des mots est particulièrement clair, on ne peut pas se perdre. On ne peut pas se perdre. En latin, l'ordre des mots n'est pas aléatoire, il faut pas exagérer, mais quand même, à un moment donné, on ne s'y retrouve plus. On sait pas qui est de qui, de quoi, de comment, c'est trop compliqué. Ça, on le fait exprès dans les exercices pour, d'une part, torturer les élèves, parce que les profs aiment faire ça, bien sûr, et d'autre part, si vous réussissez ça, vous réussissez tout. J'ai un énorme sujet du verbe être.
J'ai tout ça. J'ai un attribut du sujet heureux. Dans mon énorme sujet, le petit chat est au nominatif, et puis tac, génitif, génitif, génitif. Première chose. Deuxième chose, je subdivise. Je sais que dans le petit chat, j'ai un nom et un adjectif qui se fassent accorder. Je sais que des chevaux, j'ai qu'un seul nom, il sera au génitif pluriel. Des grandes forêts, tout ça sera au génitif pluriel, avec grande qui est un adjectif s'accordant avec forêt. C'est-à-dire qu'il va s'accorder en cas aussi. Il sera au génitif pluriel aussi. Puis de Diane qui est toute seule. Et ça me donne le petit chat Parvus cactus, des chevaux écourus, des grandes forêts, forêt ça se dit silvarum, comme rossarum, grande c'est magnus, magna, magnum, qui va donner magnarum, silvarum, des grandes forêts magnarum, silvarum, de Diane, génitif singulier, Dianae, est, c'est encore le plus simple, heureux. Et à tous, qu'est-ce qui est heureux dans tout mon sujet? C'est bien le petit chat, le chat précisément. Je relis Parvus cactus sequorum, magnarum silvarum, Dianae est beatus. Je précise qu'il n'y a pas de virgule en latin, il n'y a pas de ponctuation en temps normal dans les textes latins. Dernier exercice. Cette fois-ci, qu'est-ce qu'on va faire? On va traduire du latin au français. Alors j'avais oublié de vous mettre un mot à cette première phrase, c'est conviva. Conviva, ça a donné le convive en français, c'est l'invité. L'invité, le convive dans un banquet. Conviva et comme poeta, il se décline selon Rossa. Donc on a Rossa, Rossam, Rossae, on aura conviva, convivam, convivae. Mais comme poeta, il est masculin. Et on va très vite voir, je pense, est-ce que j'étais assez cruel pour vous mettre un exemple là-dessus? Est-ce que j'ai été assez cruel? Mais je me ramollis, mais qu'est-ce qui se passe? Enfin, c'est pas possible. Je me ramollis, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Je vous dis pourquoi c'est important que ce soit un masculin. Parce que si je dis le bon convive, je ne vais pas écrire bona conviva. Je vais mettre mon adjectif au masculin. Je vais écrire bonus conviva. On le reverra plus tard, c'est pas grave. Retenez qu'il y a des exceptions, ce sont souvent les noms de métiers et les noms d'arbres, et encore quelques autres, comme conviva. Alors, je vous laisse travailler le texte seul, et dans 3, 2, 1, je passe à la correction oralement. Je n'ai pas écrit la correction, je veux la faire oralement pour que ça rentre bien, et pour grandement susciter votre attention. Allez, c'est parti, je corrige. Je lis la première phrase. Normalement, on devrait tout lire dans un texte latin avant de passer à la traduction, et ici, les phrases sont vraiment les unes à la suite des autres, on va faire directement. Ecce Marcus. Voici, Ecce, je vous l'ai donné, voici Marc. Ecce Marcus. Point. Voici Marc. Marcus est bonus conviva. Ah ben si je vous l'ai mis là, mais je suis vraiment je suis dans un état de fatigue avancée, excusez-moi. Oui, j'ai mis bonus conviva, je vous ai donné la réponse. Bravo, Gilles. Marc est un bon convive. Alors effectivement, j'ai pas bona conviva, j'ai bonus conviva, parce que conviva, malgré son A de Rossa, eh bien, est un masculin. Voilà. Donc on accorde l'adjectif selon ce M qui est ici. D'abord, selon ce M. Et selon s'il est singulier ou pluriel dans la phrase. Marcus est un bon convive, c'est sympa à lui. Un auteur latin aurait plutôt mis bonus conviva Marcus est. Il aurait mis les choses dans cet ordre-là. Marcus est conviva in convivio. Marcus est un convive. In convivio. In, c'est comme en anglais, dans le banquet. In convivio, qui se dit convivium en latin. Iulius Dominus familiae est. J'aurais pas dû mettre un des majuscules. Iulius Dominus familiae est. Oh. Là, tiens, j'ai 2 mots avec lus. Qu'est-ce qui se passe? Un sujet.
Alors là, j'ai deux solutions. Soit les deux sont collés l'un à l'autre. Le maître Jules, pourquoi pas, ouais, et puis j'ai Familiae. Bon, alors, je vois pas ce qu'on peut faire avec. Je vois difficilement ce qu'on peut faire avec. Familiae, à mon avis, c'est deux familles. Ça peut pas être un nominatif pluriel, les familles. Parce que mon sujet, au nominatif pluriel, il aura un verbe au pluriel. Si j'avais Familiae sunt, ouais, ce serait peut-être un sujet. C'est pas le cas. Alors là, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on a Julius, Jules, est le maître de famille. Dominus Familiae. J'aurais pu mettre le maître est Jules de la famille, ça aurait pas voulu dire grand chose, et l'ordre des mots ne m'y aide pas. Marcus bibit vinum domini. J'ai mon verbe bibit, on a vu que c'était le verbe boire, il ou elle boit à la troisième personne, je cherche un sujet et un complément. Qu'est-ce qui peut être sujet ou complément? Ce qui peut être sujet, c'est Marcus qui nous saute aux yeux. Vinum pourrait être sujet. Vinum, c'est un neutre. Le neutre nominatif finit en um. J'essaye les deux cas de figure, j'ai pas besoin de les essayer parce que le sens coule de source, mais on va quand même faire comme si on comprenait pas trop. Ça nous donne Marcus boit, le vin, et puis ici Domini, c'est vraisemblablement un génitif, le vin du maître. Le vin boit, ça veut rien dire, et en plus le vin boit quoi? Il me faut un accusatif. Marcus, c'est sûr que c'est un nominatif. Ça se décline comme Dominus. Puis Domini, c'est pareil, c'est pas possible. Donc Marcus boit le vin du maître. Oui, Domini est bonum. Alors là, c'est dans l'ordre, ça se fait tout seul, hein. Le vin du maître est bon. Vous voyez, j'ai une phrase avec absolument pas un mot qui a un ou soit un a. Vinum domini est bonum. Pourtant, vinum et bonum sont bien des désinences du nominatif neutre. Nos, comme we way. Amamus, vinum boni domini. Je vous aide dans la prononciation. Amamus. Nous aimons. J'ai rajouté nos. Nos est bien un pronom personnel. Et en latin, quand on l'exprime, il appuie, en fait, la phrase. Enfin, il appuie le sujet. Nos, nous, comme we way, se décline comme rossa. Nous, les convives. Amamus. Nous aimons. Nous aimons quoi? Complément d'objet du verbe. Vinum boni domini. En français, tout ça est COD. En latin aussi. En fait, j'ai mon groupe nominal qui est COD, j'ai mon nom qui est COD, et j'ai tout ce qui s'y raccroche, qui suit, qui est soumis, en fait, à mon nom. Nous aimons le nom du bon maître, avec boni qui s'accorde avec domini. Dominus servorum, je vais aller plus vite, là. Dominus servorum et ancillarum est. Largus, ça veut dire prodigue, très très généreux. Il fait des largesses. Alors, Dominus, le maître de qui, servorum, des esclaves, des serviteurs, et ancillarum, et des servantes, est largus, est prodigue. Vous avez ce et entre les deux génitifs, hein, cette conjonction de coordination, qui met les deux adjectifs, ou les deux mots, en général, au même niveau. On dira le chien et le chat. On met deux noms d'un côté et de l'autre. On met deux adjectifs. On met petit et costaud. Mais on met pas petit et chat. Ça n'existe pas. Alors en latin, ça nous aide, puisqu'on va se retrouver avec la même désinence. Ancillae bonam aquam domina habent. Set dominae aquam familiae ancillae non amant. Là, j'ai un peu complexifié, j'ai mis le verbe à la fin. J'ai fait une phrase beaucoup plus latine. Près du verbe, on retrouve le sujet. Et puis avant, on retrouve les compléments. Souvent le COD avant. Et puis encore avant, voilà, d'autres compléments pour le lieu, par exemple, le temps. Domina, sujet. La maîtresse. Elle aime aquam, l'eau bonam bonne, donc la bonne eau. Ancillae, hein, la bonne eau de la servante. Sed, mais,
Dominaya quam feminae ancilla non amant. Il y a beaucoup de ae dans ma phrase. Il y a beaucoup de ae. Voyons quelle possibilité j'ai. Alors je vais partir à l'intuition et prendre le sujet au plus proche. Ancillae, les servantes n'aiment pas. Ça ferait les servantes n'aiment pas. J'ai familiae à côté, j'imagine que ce ae, cette fois-ci, est un génitif. Mon sujet est déjà pris, j'ai déjà un sujet. Donc ce familiae qui pourrait être un nominatif pluriel va devenir un génitif singulier. Les servantes de la famille n'aiment pas. Je cherche en accusatif aquam, c'est simple, n'aime pas l'eau. Elle n'aime pas l'eau de la maîtresse. Ça se tient, ça se tient. J'aurais pu dire les familles de la servante. C'est vrai. Pourquoi pas? Les familles de la servante n'aiment pas l'eau de la maîtresse. Ou alors, les maîtresses n'aiment pas l'eau des servantes de la famille. On a plein de possibilités. Et quand on a plein de possibilités, l'ordre des mots aide ou le contexte en général. Si on parle que des servantes, on a introduit les servantes qu'on a mis comme centre du sujet, on se dira bien que ce sont les servantes qui sont sujet. Voilà, et que le génitif pas loin. Donc là, c'est bien, les servantes n'aiment pas, les servantes de la famille n'aiment pas l'eau de la maîtresse. Catus dominae amat servos dormidi. Le chat de la servante aime les serviteurs du maître. Servorum vinum catus non amat. Le chat n'aime pas le vin des serviteurs. Est catus dominae est sum est, je suis, tu es, il est, tu es le chat dominae de la maîtresse. Servos dominae catus amat. Est-ce que c'est catus ou dominae qui est sujet? C'est forcément catus, il est au singulier, le verbe est au singulier. Le chat aime. Qu'est-ce qu'il aime? Visiblement les serviteurs. Oh, c'est un accusatif pluriel. Le chat aime les serviteurs de la maîtresse. Il faudrait plutôt dire le chat de la maîtresse aime les serviteurs. J'ai mon groupe nominal, sujet du verbe qui est le plus proche. Le chat de la maîtresse aime les serviteurs. Dernière phrase, rappelez-vous ce qu'on a vu au tout début sur l'organisation du banquet. Le ciel, la table, les enfers. Tectum est caelum, deorum et dearum. Deorum et dearum, comme on avait servorum et ancillarum. Sed mensa est terra, romanorum profundum autem est inferi, ce qui nous donne. Tectum, j'ai été gentil, je vous ai mis dans l'ordre. Le toi qui est un neutre. Si vous ne connaissez pas le genre masculin ou neutre dans la phrase, et que vous voyez de toute manière aucun ou, c'est plusieurs c'est qu'il y a un nom neutre dans le secteur qui sert de sujet. Le toit est le ciel, deorum et dearum, des dieux et des déesses, sed me mensa est terra romanorum, mais la table à manger est la terre des Romains. Profundum, on va dire les profondeurs en français, on va mettre un pluriel. Même si c'est pas un pluriel, j'ai bien compris dans le texte, mais en français on dit pas la profondeur. Profundum autem, quant aux profondeurs. Est inferi, elles sont les enfers. Petite remarque. Première remarque très rapide. J'ai choisi le mot terra parce qu'il est facile pour nous quand on apprend le latin au début. Mais on a d'autres termes pour dire la terre en latin qui sont beaucoup plus utilisés, on les verra plus tard. C'est pas important. Deuxième remarque, pour dire quant à quelque chose, pour mettre quelque chose en exergue, on met autem en latin, on met après le mot qu'on met en exergue. Profundum autem, quant aux profondeurs. Dominus autem, quant au maître.
Et ici, vous avez est qui est au singulier, inferi qui est au pluriel. Ça pose pas de problème. Hein, le sujet et le verbe s'accordent l'un avec l'autre, mais le complément peut être au pluriel. Je mange des pommes, je suis tout seul et je peux manger plusieurs pommes. Donc, littéralement la profondeur, quant à la profondeur, elle est les enfers, ça pose pas de problème. Alors, le tableau final que nous donne-t-il? Nous, on a vu le nominatif, l'accusatif, le génitif ici. Ce tableau se lit verticalement, rossa, 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 rossa et rossa et rossa, rossa et rossa et rossa, rossa, rossis, rossis. On n'a pas fini de voir des points communs entre les diverses formes, avec des désinences qui ont la même sonorité, A et ici. Nous allons continuer à voir les cas un à un, on fera l'ablatif la prochaine fois, on saute le datif, vous comprendrez pourquoi. Le vocatif, il se dit très vite, hein, c'est quand on appelle quelqu'un. Rosa, Rose, viens ici, voilà, ça y est, vous connaissez votre vocatif. Je vous conseille de relire ce tableau régulièrement. Rosa, rossa, rossam, rossae, rossae, rossa, rossae, rossae, rossas, rossaum, rossis, rossis, et de commencer à l'apprendre comme ça, pourquoi pas en écoutant du Jacques Brel. Comme ça, vous le saurez à l'avance et ça vous facilitera la tâche. Il faudra connaître les tableaux de toute manière. La deuxième déclinaison nous donne dominus, dominé, dominum, domini, domino, domino, et au pluriel domini, domini, dominos, dominorum, dominis, dominis. Et une fois que vous la connaissez, vous connaissez le neutre. Regardez, templum, 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 templi, templo, templo. On retrouve domini, domino, domino, la même forme. Templa, templa, templa. Attention, templorum, templis, templis. Et on retrouve dominorum, dominis, dominis. Voilà. Attention à ce A, encore, qui est comme le rossa, mais le rossa du singulier. Regardez les tableaux, étudiez-les, analysez-les bien, et puis apprenez-les par cœur. Il y a deux étapes quand on apprend le latin. Une étape où on intellectualise à fond, on regarde tout, et puis ensuite on oublie un petit peu, parce qu'à un moment donné, il faut apprendre par cœur bêtement, ouais. C'est bizarre, hein, intellectualiser à fond pour ensuite apprendre par cœur bêtement. Parce qu'il faut des réflexes. Il faut des réflexes pour aller très très vite. Mais quand au moins une fois on aura compris comment ça marche, les choses nous paraissent beaucoup plus simples, beaucoup plus faciles. On n'a pas l'impression de marcher dans une terre inconnue. Ago gratias vobis. J'aurais dû écrire Ago gratias tibi si j'avais voulu dire je te remercie, je vous remercie parce que vous êtes nombreux. Il n'y a pas de vouvoiement en latin. On dira je te remercie de toute manière. Et on se retrouve la prochaine fois pour un nouveau cas en latin. À bientôt.